Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance numéro 194. Aujourd'hui un spécial affaire Didi, l'affaire Puff Daddy qui nous vient des USA. Oui, comme vous l'avez peut-être remarqué, je préfère parler de ce qui se passe en dehors de nos frontières, mais ne vous inquiétez pas, vous comprenez à demi-mot, je pense que nous ne sommes pas à l'abri et que nous n'avons rien à envier aux autres. Nous en reparlerons dans la seconde partie d'émission. En attendant, parce que l'actualité c'est aussi cela et que c'est quand même un nombre incroyable de témoignages et de retours que j'ai, on va encore un petit peu reparler de ces problèmes des placements et des sociaux avec un peu de Maître Michel Amas, un peu de témoignages. Donc attention, vous l'aurez compris, aujourd'hui une émission qui va faire saigner les oreilles. Donc des sujets un petit peu tendus, un petit peu émotionnels, soyez-en avertis, ça risque de bousculer, surtout que je suis pas de très bonne humeur. Voilà, pour les autres, accrochez-vous, on y va, c'est parti, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bonjour, je suis Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille depuis 6 ans. Je défends des parents d'enfants placés. On avait une petite maman à Brest avec un enfant, elle était sous la pression des services sociaux, elle était pas dans un truc très dangereux, elle était toujours en résidence alternée, mais les services sociaux étaient dans sa vie, elle était super inquiète. Elle appelait régulièrement, elle s'en sortait pas trop avec les services sociaux. Elle avait la pression, il lui mettait bien la pression, en la terrifiant, en disant vous le placez, si vous ne rapprochez pas votre mari, si vous n'entendez pas, on lui mettait la pression, elle était terrifiée, elle voyait les rendez-vous et les services comme une douleur. On a retrouvé l'enfant dans une couverture dans sa voiture, elle a certainement empoisonné, et elle s'est jetée d'une falaise. On peut continuer à rien dire, on peut continuer, alors peut-être qu'elle était fragile, on entend tout ça, on peut continuer à rien dire. Là, le magistrat était plutôt bienveillant. Il avait maintenu l'enfant chez les parents. Là où il y a un souci, c'est les services sociaux. Il n'y a aucune formation à l'accueil de la souffrance des parents. Il leur parle souvent avec violence, comme à des chiens. Et les gens, c'est fragile, c'est de la porcelaine. On est responsable, ensemble. On est responsable de ça, en laissant faire les services sociaux français. En leur laissant faire à peu près ça, quand ils veulent, sans aucun contrôle, avec malveillance. On est responsable. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Guigou, ça fait 1 an et 9 mois que j'essaye de récupérer mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre, on va me faire arrêter d'un instant à l'autre parce que voilà, j'essaye de récupérer mes enfants, voilà, de clamer mon innocence et mon avocat l'a très clairement démontré. On a passé toutes les manières juridiques, ma mère a fait des demandes d'être tiers digne de confiance, le juge n'a jamais répondu, donc voilà, aujourd'hui, essayez de partager un maximum, voilà, on va essayer de me placer en garde à vue, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, voilà, si on me retrouve pendu dans ma cellule ou que je suis tombé dans les chiottes, ils n'hésiteront pas, ils sont prêts à tout pour me faire taire, parce que quand on dit la vérité dans ce pays, eh ben voilà, on vous attaque, on vous met en prison, voilà, les criminels on les relâche, mais par contre les papas qui demandent gentiment, sans bruit, à passer un message dans le domaine public, à clamer la récupération de leurs enfants, voilà, on les emprisonne, voilà ce qu'on fait, voilà, donc dans les prochaines heures, on m'a signifié que si je comptais rester, ben on allait m'arrêter, de toute façon, comme mon grand-père l'a dit, pour la cause, il faut savoir donner sa vie, alors si je dois mourir, passer un message à mes enfants, voilà, vous leur dites que papa, il s'est battu comme un homme, et qu'il les aime très fort. Merci à tous. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous n'avez aucune nouvelle de votre enfant placé en famille d'accueil ou en foyer depuis des mois? Il est peut-être au Sénégal ou au Maroc. Eh oui, l'ASE envoie des enfants confiés au Sénégal ou au Maroc en séjour de rupture. C'est juste un scandale et je vous explique tout. Alors quand j'ai entendu parler par un parent qu'on voulait envoyer son enfant actuellement placé en séjour de rupture au Sénégal, j'ai d'abord pas cru, mais en cherchant séjour sur rupture Sénégal ASE, on trouve sur cette structure, voilà, qui propose effectivement des séjours de rupture au Sénégal et qui a eu l'agrément de la part de Conseil général de l'Essonne en 2006-2007 avec un tarif quotidien fixé à 22 fois le SMIC horaire pour l'hébergement, c'est-à-dire grosso modo 200 € par jour et par enfant hébergé au Sénégal. Ça fait 6 000 € par mois.
Donc une association se prend 6 000 € par mois pour héberger au Sénégal pendant 9 mois des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance en France. C'est juste hallucinant. Donc, vous n'avez pas de nouvelles de votre enfant, vous savez pas où il est, il est peut-être au Sénégal ou au Maroc, parce qu'on voit en plus derrière que comme ils ont eu des problèmes d'Ebola au Sénégal, ils ont ouvert un site au Maroc. Voilà, donc peut-être que votre enfant a chopé Ebola au Sénégal et qu'il est maintenant au Maroc. C'est grave. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Décide enfin à faire un scanner. Ouais. Qui va révéler en fait des hématomes sous du roux. Et là, en fait, on nous suspecte rapidement. Le regard des soignants a changé immédiatement. Votre fils est transféré en hélicoptère dans un autre hôpital. Et dès ce moment-là, vous n'aurez plus jamais le droit de rester seul auprès de lui. J'ai cru que c'était un cauchemar, mais quand je me suis retrouvée devant le gendarme pour le premier interrogatoire, là, j'ai dit c'est sérieux. Voilà, on a dû subir la cellule. Ils ont scruté nos téléphones, ils ont vu en fait des messages de ma part. En fait, je disais que j'étais fatiguée. Et ils ont pris ça pour argent comptant. J'ai bien dit, toute maman sortant d'une césarienne a le droit d'être fatiguée. C'est pas pour autant qu'elle ferait du mal à son enfant. Et 1 an plus tard, le procureur prononce enfin un non-lieu. On peut enfin avoir le dossier médical pour faire une expertise à titre privé qui va dire que notre fils n'a pas de lésion médulaire des cervicales. Notre fils n'est pas victime du syndrome du bébé secoué. Il faut attendre jusqu'en avril 2021, où là, c'est vous qui écrivez directement au juge. Oui, car le placement allait jusqu'en décembre 2021 et nous, c'était hors de question. Je lui ai dit qu'en fait, c'est difficile pour tout le monde. Autant pour le petit qui est en pouponnière, pour la famille tout entière, les grands-parents aussi. Le grand frère. Bonne nouvelle, en juillet, elle nous annonce que notre petit va revenir à la maison. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. À l'heure actuelle, il y a une affaire très importante qui est jugée à Châteauroux. C'est au tribunal correctionnel. Il s'agit d'enfants qui ont été placés dans des familles par l'ASE et ces familles n'avaient absolument aucun agrément. Ces enfants ont été maltraités, violentés, humiliés et ont subi de nombreux sévices. La plupart des prévenus ont reconnu leur implication dans cette affaire. Malheureusement, sur le banc des prévenus, il n'y avait pas l'ASE qui a donné ordre à ces familles de s'occuper de ces enfants. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, vous l'aurez compris, le problème est loin d'être réglé. Bon, maintenant, rite de passage, voie pour devenir une star. Puff Daddy, l'affaire Didi aux États-Unis. Que s'est-il exactement passé? En fait, nous avons Epstein pour le monde de l'économie, de la banque, de la finance, de la politique. Et nous avons l'affaire Didi pour le monde du show business et de l'audiovisuel. Avec aujourd'hui une nouvelle plainte avec 120 nouveaux témoignages, dont 25 victimes mineures au moment des faits. Lors des perquisitions, ils ont retrouvé 1000 bouteilles de lait à bébé d'un demi-litre chacune, plus de 700 sextoys, bon là il n'y en a pas un ou deux, il y en a 700, des armes à feu, des caméras partout, de la drogue MDMA et GHB, c'est-à-dire en fait des exciteurs et puis des amnésiants, dans ce qu'on appelle des soirées freak-off, des tunnels et des caves sous les maisons, femmes, hommes, ados, visiblement jusqu'à 12-13 ans, tout le monde y passait, avec des caméras et du chantage, c'était peut-être un informateur du FBI, et encore une fois, vous voyez, l'affaire Didi, il ne faut pas en parler, parce que sinon c'est conspi. Mais bon, on a l'habitude, ça va commencer à se savoir. Lorsque vous entendez parler à haut niveau de soirées, de dégénérés avec de la drogue, des chemsex et compagnie, et bien en fait c'est un peu la même mouvance. Il est intéressant aussi de voir que ces rappeurs noirs dans le gangsta sont tous en train de se sodomiser les uns les autres pour avoir le droit d'accéder à un peu de célébrité. La totale. Des viols, des prostituées, des mineurs, des drogues, des armes à feu, du trafic sexuel, du chantage. Tout Hollywood savait depuis plus de 30 ans déjà. Dans le dernier numéro de L'Envers des affaires, découvrez les tenants et les aboutissants de l'affaire Puff Daddy. Le roi du rap est aujourd'hui rattrapé par de nombreuses accusations de violences physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles, de trafic humain, de harcèlement, de viol, voire de meurtre. Ça rappelle l'affaire Epstein, mais version hip-hop. Notre reporter Alex Jordanov est allé enquêter sur place,
à Los Angeles. À ce jour, 8 femmes ont déjà déposé un total de 6 poursuites à l'encontre de Puff Daddy, déviances sexuelles, victimes droguées, mineurs, et tout cela pendant des années, et tout cela filmé par les centaines de caméras que Puff Daddy a installées dans ses différentes propriétés. C'est donc la plainte déposée par Rodney Jones, le dernier producteur en date de Puff Daddy, qui a déclenché l'irruption des Robocop dans la villa de Puff Daddy. Tout Hollywood savait depuis plus de 30 ans déjà. Et comme d'habitude, à quelques exceptions près, tout le monde a fermé sa gueule. Des mégastars comme Justin Bieber ou Usher en savent quelque chose. Certes, elles doivent leur carrière à Puff Daddy, mais ça n'a pas été gratuit. Ça n'a pas été gratuit. En plus, il les a fait venir dans ces villes-là de l'horreur quand ils étaient mineurs. Il y en a l'un avait 13 ans, l'autre avait 14 ans. Et ils ont été formés à la déviance pendant des années, jusqu'à ce qu'ils puissent s'en extirper. Justin Bieber en a fait une chanson où il dit littéralement « Je me suis égaré dans une fête de Didi, je ne savais pas comment ça se passait, on m'avait promis une Ferrari mais j'ai perdu mon âme, ça ne valait pas toute cette fortune, cette célébrité, et ma petite circonférence abîmée, je ne marcherai plus pareil. » C'est évidemment une métaphore. Il m'a fait signer un papier comme quoi il n'avait jamais à s'excuser. Je me suis égaré dans une fête de Didi. Alors, il se trouve que personnellement, je suis musicien et que quand j'avais 19-20 ans, j'ai sorti un petit titre de dance music, enfin une vingtaine, mais un qui est passé un petit peu en radio et en boîte de nuit, et que j'ai été barré par certaines compagnies de musique, de production de musique, parce que j'ai pas voulu céder à certains chantages avec des discours du style « Oui, on va vendre du rêve, mais il faut que le reste soit accessible, viens nous voir pour qu'on puisse tester le rêve ». Ils aimaient bien les jeunes garçons, ces gens-là, et moi j'ai pas voulu. Et je m'en souviens très bien, c'était un directeur de maison de disques, et il m'a dit très franchement, puisque c'est comme ça, ce que tu viens de me dire et de refuser de faire, je ne te signerai pas, et en plus je ferai en sorte que personne ne te signe jamais. Et donc, effectivement, c'est insupportable. Je pense que MeToo, c'est comme quoi ce ne sont pas que les femmes, c'est aussi les hommes, et c'est aussi nos enfants. La lumière, ça fait rêver, mais pour accéder à la lumière, parfois il faut passer par ça. J'ai des anciens amis que j'ai regardé faire et qui sont passés dans cette moulinette quasiment obligatoire. C'est l'affaire Didi, c'est l'affaire Puff Daddy, et on vous explique tout ça. Didi, c'est quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un de très très puissant. Pour que vous ayez une idée, toute cette affaire de Didi qui vient à peine de commencer est comparée à l'affaire Epstein, pour que vous ayez une idée de l'ampleur que ça prend aux États-Unis. Faut pas oublier aussi qu'il y a à peine 2 ans, Didi, il était honoré aux BET Awards et il a reçu un prix étant l'un des pionniers du mouvement R&B et hip-hop. Donc il y a 2 ans à peine, il était encore là puisqu'il était en train de recevoir un prix sur scène et tout le monde était en train de l'applaudir. Nous voilà donc en 2024, en février, quand le producteur connu en tant que Lil Rod a intenté un procès contre Didi, donc pour agression et harcèlement, à savoir c'est donc le premier homme qui porte plainte contre Didi. Il a également accusé Didi de l'avoir drogué et de l'avoir forcé à avoir des rapports avec des travailleurs du sexe. L'avocat de Didi a nié ces accusations et nous voilà donc le 25 mars quand des agents fédéraux ont perquisitionné les résidences de Didi à Los Angeles et donc à Miami dans le cadre d'une enquête sur le trafic sexuel. Et en ce qui concerne cette enquête, on va pas avoir trop de nouvelles de mars jusqu'à septembre parce que les policiers ont dû être très minutieux. Ils ont appris que Didi avait des connaissances dans la police, mais aussi dans le FBI. Qui c'est qui est étonné, sachant que depuis les années 90, on l'accuse de viol et il se passe jamais rien. Personne. Mais du coup, c'est vrai que l'enquêteur en charge de l'enquête va dire qu'il a dû faire très attention pour que Didi ne soit pas alerté qu'ils étaient en train de faire une investigation sur lui. Quand sa maison a été perquisitionnée donc par les agents de la Homeland Security, qui est vraiment le niveau, voilà, les agents en question ne savaient pas qui pénétrait dans la maison de Didi. Ils vont le savoir seulement quand ils sont rentrés dedans et ils sont tombés sur ses enfants parce qu'ils voulaient pas que Didi soit prévenu. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que cette perquisition a eu lieu. Alors bien sûr, ils avaient déjà des soupçons sur les soirées de Didi en ce qui concernait tout ce qui était drogue, mais il y avait aussi toute l'histoire de trafic.
tout le monde le savait, mais personne n'avait de preuves. Et tout va basculer quand du coup Lil Rod va porter plainte contre Didi en février, et en plus d'avoir dit tout ce que je vous ai déjà dit, donc qu'il avait été présent lors des soirées de Didi, mais en tant que victime, qu'il a donc été drogué, violé par plusieurs hommes, il va aussi dévoiler que Didi filmait tout ça. Il va donc dire que Didi avait des cassettes chez lui. Et comment il sait ça? Parce que ce mec travaille avec Didi depuis plus de 15 ans. Donc il sait ce qui se passe. Il est très proche de Didi. C'était l'un des principaux producteurs de ses labels. Et c'est ouf de se dire que lui-même, il s'est fait alors que c'est un ami très proche de lui. On pourrait croire que Didi ferait ça que à des personnes qui n'ont pas d'importance pour lui, ou j'en sais rien, non. Même des personnes très proches se faisaient avoir. C'est un mot gentil, quoi. Mais du coup, il va dire à la police que Didi avait des cassettes, que chez Didi, il trouverait des preuves, qu'il suffisait qu'il fasse une descente chez lui, et c'est donc de là qu'ils vont commencer à tout organiser. Et pour que vous compreniez un peu les soirées de Didi, parce qu'il faut comprendre que toutes les personnes qui ont participé ne sont pas coupables. Non. Comment ça se passait? Didi faisait venir donc ses potes célèbres, tout ça, mais aussi des travailleuses du sexe. Et certaines, il les faisait venir d'autres États, des États-Unis, mais aussi d'autres pays, donc Amérique du Sud, Europe, tout ça. Ces femmes-là, en arrivant, elles devaient signer un document, bien sûr, donc pour ne pas dire ce qui se passait là-dedans. Mais jusqu'à là, rien de bizarre. Une fois de plus, ce sont des travailleuses du sexe, c'est leur métier. Lui, il fait venir ses potes, il n'y a pas de problème, tant que tout le monde est consentant. Voilà. Mais le problème, c'est que bien sûr, ça ne se passait pas du tout comme ça. De un, ces travailleuses du sexe se faisaient droguer. Donc certaines étaient inconscientes pendant les rapports. Mais on va apprendre aussi que Didi droguait ses connaissances, ses amis. Et bien sûr, tout était filmé. Et du coup, il avait des images pour pouvoir faire du chantage. Et il faut pas oublier aussi que certaines soirées de Didi étaient normales jusqu'à un certain horaire. Et c'est à partir de cet horaire en question que ça commençait à partir en cacahuète. On fouille sa maison en mars et c'est seulement en septembre, à son arrestation, qu'on va savoir ce qu'il y avait dans cette maison. Mais pour l'instant, continuons donc dans notre ordre chronologique puisqu'il va se passer des choses. Tout d'abord, en mai, Didi a demandé à un juge fédéral de rejeter la plainte pour viol posée par cette femme en décembre 2023 qui de base était mineure quand ça s'est passé, puisque voilà, il dit qu'il a rien fait et qu'en plus la plainte a été déposée trop tard. Et en ce qui concerne le mois de mai, il y a aussi une vidéo de surveillance de 2016 qui va sortir, une vidéo qui montre Didi en train de pourchasser son ex Cassie dans les couloirs d'un hôtel. La vidéo elle est très dure à regarder, mais on voit donc Didi qui court après Cassie, qui la tire par les cheveux, qui la frappe. Le procureur du district de Los Angeles a expliqué que bien que la vidéo soit dérangeante, Didi ne pouvait pas être poursuivi en raison donc de la prescription des faits. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais 2016, c'était pas il y a si longtemps que ça. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 8 ans, c'est quoi? Il y a prescription de moins de 8 ans pour des faits de violence conjugale, j'ai pas compris. Encore en mai, Didi va donc poster une petite vidéo d'excuses sur Instagram. Voilà, on adore les personnes qui s'excusent des années après parce qu'elles sont fait attraper, parce qu'ils pouvaient s'excuser depuis 2016. Mais non, une fois qu'il s'est fait afficher, qu'on le voit bien frapper sa meuf comme il faut, là, il s'exprime et il s'excuse. Alors la meilleure dans cette vidéo, c'est qu'il va oser dire qu'il a fait une thérapie et qu'il était devenu une personne meilleure. Et coupe pour quelques mois après quand il est arrêté pour trafic viol et je ne sais plus quoi. Personne meilleure. Je vais vous lire ce qu'a dit le procureur. Il a parlé de trafic sexuel, enlèvement, travail forcé, obstruction à la justice. L'acte d'accusation allait que Didi exploite des femmes et d'autres personnes pendant des années de différentes manières. Donc, Combs, de son vrai nom, aurait planifié et contrôlé les performances sexuelles qu'il a appelées les freak-off et les a souvent enregistrées électroniquement. Cela impliquait plusieurs travailleuses du sexe et impliquait souvent une variété de stupéfiants que Combs distribuait aux victimes pour les garder obéissantes et dociles, comme allégué. Quand Combs n'y arrivait pas, il était violent et il a soumis des victimes à des violences émotionnelles et verbales pour qu'elles participent au freak-off. Combs a frappé, donné des coups de pied, jeté des objets et traîné des victimes parfois par leurs cheveux en plus de la violence. L'acte d'accusation allègue que Combs a menacé et contraint les victimes
pour les faire participer à ses freak-off. Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu'il a fait durant ces soirées en garantie contre les victimes, et l'acte d'accusation allègue qu'il a maintenu le contrôle sur les victimes de plusieurs façons, y compris en leur donnant des drogues, en menaçant de supprimer le soutien financier, en leur promettant des opportunités de carrière et même en dictant leur apparence physique. L'acte d'accusation allègue à plus d'une occasion Combs portait ou brandissait des armes à feu pour intimider et menacer les victimes et les témoins. Maintenant, Combs n'a pas fait ça tout seul. Comme je le mentionne, Combs a été accusé de complot. Il a utilisé son entreprise et les employés de cette entreprise et d'autres associés proches pour arriver à ses fins. L'acte d'accusation allègue les individus qui facilitaient les freak-off. Ils ont réservé les chambres d'hôtel et stocké les fournitures entre guillemets, y compris les drogues, l'huile pour bébé, lubrifiant personnel, draps et éclairage supplémentaire. L'acte d'accusation allègue également qu'ils aident Combs à dissimuler ses crimes. Lui et les autres ont fait pression sur les témoins et les victimes pour qu'elles gardent le silence. En mars de cette année, des agents spéciaux ont exécuté des mandats de perquisition aux résidences de Combs à Miami et Los Angeles. Ils ont trouvé des preuves des freak-off, des appareils électroniques qui contiennent des images et des vidéos des freak-off, avec des multiples victimes, et ils saisissent des boîtes et des boîtes de type de lubrifiant personnel et de l'huile pour bébé. Nous sommes déterminés à enquêter et à poursuivre quiconque, peu importe à quel point vous êtes puissant, riche ou célèbre. Personne ne devrait douter de notre engagement à ce sujet. Nous n'avons pas fini, cette enquête est en cours. Je veux exprimer ma profonde gratitude pour les victimes et les témoins qui ont utilisé leur voix pour aider à mettre en lumière cette conduite criminelle. Nous ne serions pas là sans eux. Voilà, ça c'est le procureur de la République aux US qui s'occupe de l'affaire. Vous voyez, c'est pas un complot, c'est la justice américaine qui le dit. Ils ont aussi trouvé plus de 700 sextoys. Alors... voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 700 sextoys. Une source anonyme va dire: Didi a fait des milliers de victimes qui n'ont jamais osé parler par peur des représailles. Il faisait du chantage aux gens pour les forcer à participer à ces freaky offs, donc à ces fameuses soirées. Il les menaçait également de leur retirer des privilèges comme leur pouvoir d'achat ou de détruire leur carrière. Personne n'osait s'opposer à l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Didi avait eu une autre copine, une femme, donc à l'époque, c'était donc Kim Porter. Ils se sont connus quand elle était très jeune, elle était secrétaire dans leur boîte, Upton Records, et entre les ruptures, les réconciliations, les allées et venues, ils sont restés ensemble pendant presque 20 ans. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble, mais malheureusement leur relation va se finir quand Kim va mourir, donc en 2018 à l'âge de 46 ans. Elle est apparemment décédée d'une pneumonie, bien qu'elle n'avait présenté aucun symptôme et qu'elle était en bonne santé. Hein. Et chose assez curieuse, comme je vous ai dit, donc chez Upton Records, ils étaient 5. La plupart étaient dans un stade de leur vie où ils commençaient à écrire leur mémoire, leur biographie, tout ça. Et comme par hasard, ils vont tous mourir, sauf un qui a failli mourir, mais finalement il a survécu. Mais ils vont tous presque mourir, sauf cette personne que je sais plus le nom, et Didi. Mais revenons sur Kim. Le début de l'enquête a révélé qu'elle n'était peut-être pas morte d'une pneumonie, d'une complication respiratoire naturelle, mais qu'elle avait donc des substances toxiques dans son corps. Quand ils vont songer à ouvrir une enquête, devinez ce qui s'est passé. Le légiste est retrouvé mort et également la personne qui fait l'enquête. Et finalement, ça n'est resté là, elle est morte d'une pneumonie et basta. Mais ce que Didi n'a sûrement pas prévu ou vu venir, c'est qu'avant sa mort, elle avait envoyé son manuscrit, du moins les pages de son journal intime à quelqu'un, et il vient donc de le sortir le 6 septembre 2024. Dans ce livre, qui est donc un recueil de journaux, donc de 60 pages de son journal intime, on apprend un ensemble de détails très sordides. Elle aborde par exemple les orgies qui avaient lieu chez lui dans les années 90. Lors de ces fêtes placées sous le signe de la kétamine, l'artiste avait donc des multiples relations sexuelles avec des femmes, des hommes, parfois des rappeurs, parfois des musiciens, parfois des travailleuses du sexe et parfois avec des jeunes garçons, dont une pop star connue de tous. C'est les mots qui sont écrits dans son livre et c'est à cause de cet extrait qu'on suppose une fois de plus que Justin Bieber a été victime de P. Diddy et a malheureusement été abusé par Diddy quand il était
plus jeune et même jeune adulte. Que ce soit quand Usher, qui devait s'occuper de Justin, l'a envoyé passer 48 heures chez P. Diddy, alors que Usher lui-même avait été envoyé chez P. Diddy quand il était jeune et il a dit que c'était horrible, qu'il a vu des choses vraiment choquantes et qu'il enverrait jamais son enfant. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Mais voilà, Usher a envoyé Justin passer 48 heures là-bas. Bref, cette vidéo, elle est assez intéressante. Mais Kim continue son discours, donc son récit, en disant qu'après les rapports sexuels et les personnes qui faisaient des crises dues aux drogues consommées, Diddy et même les victimes recevaient carrément des perfs, donc des liquides par voie intraveineuse pour récupérer de l'effort et aller mieux et pouvoir refaire ça ou aller mieux et resubir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que ça, c'est horrible parce que les soirées de Diddy, des fois, ça durait 3 jours consécutifs, quoi. Donc, il fallait tenir. Elle a aussi écrit dans son journal intime qu'elle avait retrouvé des cassettes porno très choquantes cachées dans le coffre-fort de son mari. Certaines cassettes contenaient des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Les fêtes gays, c'est une chose, mais les jeunes garçons comme 2 stars du hip-hop, autrefois managées par Diddy, mais aussi la pop star de 18 ans. Je n'aurais jamais su si j'avais pas vu ces cassettes-là. Elle confie aussi les violences qu'elle subissait avec lui, par exemple qu'il avait frappé plusieurs fois quand il perdait son sang-froid. Il lui aurait aussi adressé des menaces de mort plusieurs fois et une fois de plus, bizarrement, la meuf elle est morte d'une pneumonie, le médecin légiste est mort, le policier est mort et personne ne se pose de questions. Bah non. À savoir, il y a une dernière personne qui a porté plainte contre Diddy. C'était donc en septembre. C'est l'ancienne membre de Danity Kane. Elle s'appelle donc Richard et elle a tenté une poursuite contre Diddy, l'accusant d'abus verbal, d'agression, de violence et de détresse émotionnelle. La plainte déposée dans le district sud de New York décrit un schéma d'abus et d'intimidation depuis qu'elle a rejoint donc le groupe Danity Kane via l'émission Making the Band produite par Diddy chez MTV. Richard est décrit Diddy comme un homme violent qui utilisait fréquemment la force physique. Elle va dire que pendant une décennie, Diddy l'a manipulé en insinuant que sa carrière dépendait tout simplement de sa soumission à ses exigences. En gros, si elle voulait réussir, elle devait faire exactement ce que Diddy lui demandait. Elle va dire que c'est que après que Cassie a révélé ses propres abus que Richard a pris conscience de l'ampleur de ses souffrances et à quel point c'était important de s'exprimer. Elle affirme que Diddy faisait des avances sexuelles non désirée, non-stop à elle et la punissait professionnellement lorsque elle le repoussait. Elle va dire qu'après la dissolution de son groupe en 2009, elle s'est retrouvée sans ressources financières et a continué à travailler pour Diddy sans être rémunérée parce que, en fait, elle n'a jamais été payée quand elle bossait avec Diddy. Donc elle se dit, si je quitte Diddy définitivement, il va jamais me payer pour tout le travail que j'ai fait et en plus elle avait pas d'autre solution donc elle a continué de travailler avec. Pour que vous ayez une idée, elle n'a pas été rémunérée pour le premier album de Danity Kane qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et pour lequel elle estime qu'elle aurait dû recevoir 1 million de dollars. Elle prétend également être due de 500 000 dollars en plus pour le deuxième album du groupe et en plus de ça 1,2 million de dollars pour son travail avec Diddy après, donc elle a continué sa carrière en solo. Richard affirme également avoir été témoin des abus horribles de Diddy envers Casey. Elle va dire que elle et Kalena Harper, une autre membre, ont tenté d'aider Cassie à échapper à cette relation abusive, mais ont été menacées par Diddy quand il a su que les filles essayaient donc d'aider Cassie. En 2021, Diddy a transféré les droits de ses chansons à Sony, mais Richard n'a jamais reçu de compensation. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire, s'il vous plaît, de vous abonner pour faire monter la chaîne dans les algorithmes. Mettez un petit like aussi, un petit pouce bleu. Je vous rappelle aussi l'existence du livre Propositions pour la protection de l'enfance et la famille aux éditions Défendre les enfants, disponible sur Amazon. En attendant, tous, soyez sages, ne bougez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Vous êtes sur RLP. Bye, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.